Salut à tous. Une fois n'est pas coutume, c'est Tom qui vous parle. Cette semaine, chez Dunkabdo, on adopte la Next Man Mentality, Next Man Up. Du coup, c'est moi qui prends le pas à la présentation. Et je suis avec deux consultants très contents, très heureux, vu que leur équipe a été victorieuse. On va commencer par l'ordre alphabétique. On est avec Amine, le fan des Sixers maison. Comment vas-tu, Amine? Ça va très bien, hein. C'est en route vers le MVP pour Joël, donc c'est parfait. Hein. Et puis de l'autre côté, bon, on n'en parle pas forcément du côté du MVP de l'autre côté de l'Atlantique, mais on en parle aussi peut-être comme un animateur de la trade deadline. Gabin, comment ça va? On va tout faire And péter cette année. Je suis le dernier match de Van Vliet aux Raptors et ça va très bien. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui se disent sur vous en ce moment, sur la direction que vous allez pouvoir prendre et que vous êtes l'équipe qui peut faire basculer en fait une autre équipe vers le statut de contender ou pas en fonction des décisions que vous allez prendre. Et puis cette saison, pour cet épisode du coup, on a décidé de parler de la trade deadline puisqu'elle arrive dans une dizaine de jours et avec un concept un peu novateur. Cette fois-ci, plutôt que de se placer du côté des équipes, on va se placer du côté des joueurs. Donc pour vous expliquer le concept, donc on a une liste de 9 joueurs avec 5 minutes auxquelles on va consacrer à chaque joueur et on va jouer le rôle de l'agent où on voudrait que notre joueur aille et en donnant des éléments de contexte. Par exemple, c'est pas uniquement le joueur il fit bien là, ça peut être des choses comme le contrat, il y a tel joueur qui pourrait avoir son contrat plus facilement garanti ou qui a plus de chances de bouger ailleurs ou des choses comme ça. Donc on n'a pas forcément une logique uniquement terrain et du coup l'idée c'est d'offrir un nouvel angle en fait sur cette trade deadline plutôt que le classique tel joueur il va bien dans telle équipe et telle équipe a tel asset donc elle pourrait aller chercher tel joueur. Sinon, petit rappel habituel, n'hésitez pas à nous suivre du coup sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur les plateformes de podcast et puis nous on se retrouve juste après. Du coup, on va commencer encore une fois par ordre alphabétique. Du coup, Amine, pour ton premier choix, je te laisse parler de ton premier joueur, ton joueur 1. Alors moi, je vais vous parler de Jay Crowder. Jay Crowder, ça fait depuis le début de saison qu'on attend qu'il se trouve un club. On sait ce qu'il apporte, du shoot plus ou moins, mais surtout du hustle, de la défense et un glue guy qui va faire le boulot. Donc clairement, l'idée évidente, c'est d'aller lui trouver un club contender. Sa situation contractuelle, c'est qu'il est en fin de contrat. Il faudra chercher à signer un joli contrat pour l'année prochaine. Là, il était à 10 millions, il est à 10 millions cette année. Et l'idée, ça serait, moi, c'est ce que j'ai envie de demander à Jay, c'est prends l'exemple, par exemple, sur un autoporteur qui allait chercher une bague à Golden State et qui a été chercher son contrat derrière. C'est un joueur de ce niveau qui peut justement aller chercher une bague quelque part. Alors, il y a deux destinations qui me semblent évidentes. Il y a Miami, le retour à la maison. Il y a un problème au poste 4. Il a fait finale avec cette équipe et ils n'attendent que ça, je pense, le retour de Jay. Et peu importe si l'année prochaine ça re-signe à Miami, le truc c'est que faire un beau parcours, l'équipe va mieux actuellement. Donc avec l'addition de Jay là sur les postes 4 cette année, c'est terrible. C'est Caleb Martin qui le prend le plus de minutes. Derrière c'est Nikola Jovic ou voir Jimmy qui est décalé en 4 parfois, ce genre de choses. Donc, moi, je dis à Jay, retourne à Miami, tu connais bien, tu connais le coach, tu connais Jimmy, tu connais Bam, et éclate-toi là-bas et va chercher ton contrat. Sinon, il y a une autre solution, c'est prendre encore plus au pied de la lettre la théorie autoporteur et essayer d'aller à Golden State, qui a vraiment besoin de renfort. Il y a eu, justement, autoporteur n'est plus là. Il y a eu les échecs donc par exemple de Jamichael Green, donc on sait que ça doit partir. Donc pour apporter justement du hustle à cette équipe, apporter un peu de grinta, Draymond Green est pas toujours en forme et commence à avoir son niveau qui décline. Donc Golden State c'est aussi une belle solution pour toi. Alors là c'est encore plus sûr qu'à Miami. Je pense que c'est les quelques mois pour essayer de jouer quelque chose et ensuite tu trouves un autre club ailleurs, tu signes ton gros chèque et tu fais pas comme PJ Tucker à attendre 36 ans pour toucher ton premier vrai beau contrat.
C'est vrai que Crowder, c'est un joueur où la problématique qu'il y a, c'est que lui, il a toujours été au niveau de la mid-level exception dans tous ses contrats, tout simplement parce qu'en fait, les bonnes équipes qui cherchent à le recruter, ben il leur reste que ça à proposer. C'est des équipes qui n'ont pas de cap space, donc ils se retrouvent toujours dans un montant avec la mid-level. Et on sait qu'il avait refusé, je crois, 2 ans à 15 millions à Miami avec les Bird Rights pour avoir un contrat plus long, du coup, pour s'assurer un petit peu plus d'argent dans le temps et n'a pas avoir l'incertitude de peut-être potentiellement être trade. Toi, Gabin, du coup, tu penses quoi des deux équipes qu'a choisi Miami? Je pencherais plutôt pour Miami à la place du joueur parce que ça lui assure un rôle important. Parce que Warriors, t'as quand même Draymond Green devant toi dans la rotation. Alors qu'à Miami, en fait, tu vas jouer directement, t'es dans le 5 de départ et t'as directement de l'impact. Plus c'est une équipe qui peut aller loin si l'équipe se remet en forme. Donc je vois bien le retour à Miami. En plus, il aime beaucoup, je pense, les fans du X, mais même les joueurs et le coaching staff, tout le monde l'adore. Donc je pense que le fit recollerait en fait. Juste, je précise, à Golden State, j'imagine jouer entre le poste 3 et le poste 4. Hein. Il peut faire les deux, donc ça apporte vraiment de la profondeur sur les deux postes. Quoi. Oui, c'est vrai que toi tu parlais de JaMychal Green. Effectivement, tu vois, JaMychal Green, c'était plus c'était pas le remplaçant d'Otto Porter, c'était plus le remplaçant de Bjelica. Et au final, il remplace pas tant Bjelica que ça, quoi. C'est vrai que là, du coup, Crowder, s'il arrive à Golden State, ce serait vraiment peut-être dans le rôle de DiVincenzo, en fait, il faut un petit peu plus de taille et beaucoup plus de polyvalence, même si c'est un rôle qui est aujourd'hui occupé par Kuminga. On n'a jamais assez délié en playoff. Mais vous pensez pas que cette année, après c'est pas le sujet, mais peut-être que justement pour aller chercher ce genre de trade, c'est cette année que les Warriors doivent se séparer de Wiseman, c'est sûr, et Kuminga pourquoi pas, et aller chercher des joueurs d'expérience comme Crowder. On verra, ils ont les cartes en main, on verra ce qu'ils feront. Du coup, Gabin, je te lance toi pour du coup ton premier joueur. Ok, moi je vais parler de mon chouchou du Nord, Fred VanVleet. Yes. Donc Fred VanVleet, c'est qui? C'est un poste 1 undersize, d'à peine 1m85. C'est un excellent scoreur. Il était All-Star l'année dernière. Là, il tourne à 19 points par match. C'est un bon joueur capable de pull-up à 3 points, par exemple, mais c'est pas un excellent organisateur. Et en fait, la problématique à Toronto, c'est qu'on le met en meneur de jeu gestionnaire. On le met dans ce rôle-là, alors que pour moi, il doit être le second ball handler, comme il pouvait l'être, en fait, avec Kyle Lowry. Et sinon, en défense, malgré ce qui se passe cette année, c'est quand même un très bon joueur qui est capable d'être un glue guy sur le poste 1 adverse. Et du coup, les problématiques avec Fred VanVleet, c'est quand même qu'il est undersize et pas très athlétique. Cette année, il a 28 ans, il est dans son prime. Enfin, il est censé l'être. Il a eu fait une saison compliquée, mais il est censé l'être. Et moi, j'aimerais bien le mettre dans une équipe qui joue gros pour aller chercher quelque chose, mais à côté d'un ball handler. Et en termes de contrat, là, il a 21 millions cette année. Et l'année prochaine, il est en player option à 22,8 millions. Et donc, pour l'équipe qui va le prendre, c'est potentiellement un one-shot parce qu'on n'est pas sûr qu'il va reprendre sa player option. Donc, c'est une équipe qui peut tenter le pari Fred VanVleet et si ça marche pas, il pourra partir ou alors prendre sa player option si tout colle. Et en fait, j'ai parlé du fait que ça marchait très bien le duo Lowry et VanVleet. Et pourquoi ne pas le refaire à Miami? Alors, c'est plutôt audacieux, mais moi, je renvoie Fred VanVleet sous le soleil de Miami. En fait, l'équipe, elle galère offensivement. C'est la 27e en offensive rating. Et ils galèrent surtout à 3 points. En fait, ils sont qu'à 33% de réussite, alors que c'est une des équipes qui en tente le plus. Ouais. Et l'an dernier, c'était la meilleure équipe de la ligue. De quoi, Miami, c'était la meilleure équipe? Ouais, à 3 points, ouais. Parce que et en fait, Fred VanVleet, le truc, c'est que malgré ce qu'on peut lire sur ses stats, c'est un excellent shooter. C'est juste qu'à Toronto, vu qu'il n'y a pas d'organisateur, il est obligé de prendre des shoots très compliqués. Donc je pense que son apport à côté de Kyle Lowry, qui serait le meneur gestionnaire comme à Toronto, pourrait être bénéfique pour la réussite à 3 points de l'équipe. En plus de ça, le duo se connaît très très bien. Et par contre, le souci, c'est que par souci d'ego, faudrait remettre Tyler Herro sur le banc. Alors, il fait une saison incroyable. Mais je trouve que pour l'équipe, tu laisses Lowry VanVleet gérer la première unité. Derrière, en fait, ta rotation, c'est Tyler Herro qui fait comme l'année dernière. Et dans les faits, c'est très compliqué parce que le joueur est en pleine... Il fait une incroyable saison. On lui demande de retourner sur le banc. Mais je pense que c'est ce qu'il faudrait faire. Donc voilà, ma première destination, qui est un peu compliquée, mais serait Miami. Et en seconde destination, je le mettrais à New Orleans.
Ok. Alors, Ok. en fait, le truc, c'est que les Pélicans, on s'attendait pas à ce qu'ils aient ce niveau, mais dès cette année, finalement, il leur manque quelques ajustements et ça peut être une équipe très sérieuse en playoff. Et en fait, pourquoi ne pas se renforcer dès cette deadline pour devenir de réels contenders? Parce que le potentiel, en fait, de mettre Fred VanVleet à côté de CJ McCollum et d'avoir un 5, donc ça ferait McCollum, VanVleet, Ingram, Zion, Valanciunas. Moi, je trouve le potentiel, il est vraiment effrayant en attaque et en défense. Et je pense que si ça colle bien, en plus, VanVleet, il peut reprendre sa player option. Et donc, potentiellement, pendant 2 ans, les Pelicans peuvent tenter de jouer le titre. Donc voilà, les Pels, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça sympa. Les Pels, je trouve que ça fait un peu petit. Ça leur fait trop petit. Après avoir qui part dans l'échange théorique, hein. Mais je trouve que ça peut faire un backcourt un peu petit. On sait que c'est une équipe qui va privilégier la taille avec juste CJ McCollum qu'on pourrait considérer comme petit, et ensuite avec des grands joueurs un peu partout, avec du Herb Jones, du Trey Murphy, du Brandon Ingram, et même tu vois, en gros là c'est limite il reprendrait le spot en gros de Devonte Graham, quoi. C'est que les fans des Pelicans veulent s'en débarrasser depuis un petit moment. Ouais, c'est dans l'idée ça fait sens, mais après tu vois la problématique que ça pose, c'est si par exemple t'as un gars aussi comme Alvarado qu'ils aiment bien, où tu vas fait beaucoup de petits, tu vois. Ça fait peut-être beaucoup de petits. Mais ouais, non, ça peut être une bonne idée par rapport à ce dont ils ont besoin. Et d'ailleurs, les fans des Pelicans, eux, sont pour, du coup, potentiellement se séparer de CJ McCollum pour un joueur un peu plus two-way player et vraiment laisser les clés à Zion et Ingram, sachant que avec ces deux-là, ce que tu vas attendre de McCollum, bah c'est pas forcément ses qualités principales. Et peut-être que ce que VanVleet peut amener, bah ça colle plus avec les qualités des deux autres joueurs. Qu'est-ce que t'en penses, Amine, toi? Ouais, en fait c'est exactement ce que tu viens de dire dans l'idée. Dans l'idée, VanVleet il fait peut-être plus sens que McCollum. Alors ouais. Loin de moi l'idée de dire que McCollum est moins bon que VanVleet, mais avec VanVleet t'as un joueur un peu moins ball handler qui va plus aller chercher les corners. Justement, tu vas pouvoir mettre plus la balle dans les mains de Zion et Ingram. Donc ça, pour moi, ça fait plus sens qu'au Heat où je trouve que ça fait emboudéage et de petits et il y a un sens pour VanVleet. Il y a un côté grinta et tout qui dès qu'il y a un joueur un peu grinta, on a envie de le mettre au Heat. Mais je trouve que dans l'effectif actuel, en plus, tu peux pas mettre Tyler Herro sur le banc aujourd'hui. En fait, tu viens de lui signer un gros contrat, c'est une des grosses satisfactions de la saison. Donc ça me paraît plus compliqué. Moi j'avais une idée un petit peu plus farfelue pour VanVleet, mais ça n'a aucun sens financièrement, c'est peut-être d'aller le foutre aux Nets et il te rajoute un peu de scoring en cas d'absence justement de KD ou Kyrie et ça pourrait être pas mal. Mais financièrement ça n'a aucun sens. Mais tu vois, par exemple, pour moi, la destination idéale ça aurait été Minnesota, en vrai, puisque en plus ce qui aurait été intéressant pour lui, c'est que contractuellement, s'il décline sa player option, il peut en fait leur mettre le fusil sur la tempe parce qu'ils ont rien en fait pour le remplacer s'il part, parce qu'ils ont pas de pick de draft, ils ont plus rien, donc ils vont être obligés de s'aligner et de lui donner ce dont ce qu'il veut en fait pour qu'il reste dans l'effectif. Et du coup, ce serait peut-être à la place de D'Angelo Russell ou quelque chose comme ça, parce que je trouve que cette équipe-là avec D'Angelo Russell, avec Fred VanVleet à la place de D'Angelo Russell, elle aurait totalement une autre gueule, je pense. On parle beaucoup de ce transfert-là. Il y a de grosses rumeurs pour dire qu'ils vont inverser, quoi. Et puis l'idée à Minnesota, c'est de mettre plus le ballon entre les mains de Anthony Edwards. Edwards, ça fait clairement, ouais. Clairement. Et puis ça donne plus de polyvalence défensive, puisque là t'as vraiment un gros défenseur sur les lignes arrière, et tu vois, tu couples ça avec des joueurs comme Kyle Anderson qui sont très bons sur le playmaking défensif, comme Jaden McDaniel qui est aussi très bon sur le playmaking défensif, avec Rudy Gobert, tout ça, tu peux avoir vraiment une équipe on va dire qui est dure à jouer pour arriver au playoff. Mais ouais, c'était des idées intéressantes. Mais je remarque qu'on a le thème Miami en commun. Et ça va pas vous étonner que moi aussi j'ai Miami pour mon troisième joueur. Donc moi, mon premier joueur c'est John Collins. Donc John Collins qui est aujourd'hui aux Hawks. C'est quelqu'un qui voit en fait son importance réduite dans le système et son importance réduite au niveau des Hawks. C'est voilà, il a cette saison. C'est le 6e taux d'usage de l'équipe, donc on voit qu'offensivement il passe derrière des joueurs comme Hunter, comme pas Jamal Murray, comme
Murray et aussi le rookie AJ Griffin qui a aussi un taux d'usage un petit peu plus haut que lui et du coup qui est utilisé un peu comme un spacer et ce qui est problématique c'est que comme il y a Onyeka Okongwu aussi dans l'équipe des Hawks, il y a moins de possibilités pour lui de jouer aussi ce rôle de backup five puisqu'il y a aucune minute où Okongwu lui va jouer avec Clint Capela. Donc en gros, John Collins, il est plus utilisé en tant que poste 5 puisque c'est Okongwu qui récupère toutes ces minutes-là et Capela est le 5 titulaire, donc il n'y a pas beaucoup de minutes pour John Collins au poste 5 et on le retrouve un peu bouché par Lee Hunter, Lee Bogdanovic, on va dire que le jeu l'Atlanta s'oriente vraiment vers le backcourt et la traction arrière. Et moi, c'est un joueur que je vois bien à Miami. Alors, notamment dans ce rôle de pivot un peu athlétique. Puisque, tu vois, à Miami, en dehors de Bam, il n'y a pas grand monde qui peut attraper des lobes. Je pense il offre une certaine verticalité et un spacing vertical qui peut faire du bien à cette équipe-là. Il y a un niveau de guard play aussi qui est assez intéressant. Je pense qu'il y a un bon two-man game qui peut se jouer avec Bam Adebayo, notamment dans la raquette, où il peut avoir du coup ce rôle de 4 quand il joue avec le 5 de départ et backup 5, ça enlèverait du coup Dedmon de l'équation, des joueurs comme ça. Ça permettrait du coup d'avoir un gars taillé, athlétique et qui permet en fait de redynamiser un peu cette équipe du 8 et d'offrir un peu de punch offensif au niveau de la raquette. Et ma deuxième équipe pour lui, c'était les Pacers, tout simplement parce qu'en fait, je pense que c'est un joueur qui va bénéficier en fait d'un bon niveau de guard play. Et je pense que avec Haliburton, ça peut faire mal. Je pense que les Pacers aussi, ils aimeraient bien avoir un joueur avec ce niveau de talent qui est sur un contrat long, puisqu'on sait que c'est une équipe qui n'attire pas grand monde et je pense pas qu'il y a un agent libre du calibre de John Collins qui pourra signer chez eux. Donc je trouve qu'il s'insérerait bien dans le projet et je pense que si j'étais son agent, je le pousserais là puisque avec un gars comme Haliburton, il va avoir du ballon, ses stats pourront aussi être boostés. On a vu que Miles Turner a prolongé. Je pense que ça peut être un bon fit aux côtés de Miles Turner. Je sais pas ce que vous en pensez. J'aime beaucoup tes deux idées en fait. En fait, le truc principal, c'est que John Collins, il doit bouger. Ouais. C'est un mec qui est gâché à Atlanta. Il a un vrai niveau offensif vraiment fou avec Collins. Il est fort dans la raquette, il s'est beaucoup amélioré à 3 points. Aujourd'hui, il a des super pourcentages. Franchement, tu l'insères très facilement dans une attaque. Il y a toujours eu des questions sur sa défense, mais il a fait des efforts, il a fait des progrès. Et à Miami, je trouve ça intéressant. Surtout que dans l'idée, moi, je l'imagine vraiment comme un 5. Le problème, c'est qu'il défend pas vraiment assez bien pour un 5, mais j'imagine vraiment comme un 5. À Indiana, effectivement, c'est peut-être la meilleure idée pour lui pour aller chercher un deuxième contrat élevé. Parce que comme tu dis, en fait, avec Haliburton, il va gonfler ses stats et il va se voir tout de suite beaucoup plus, en fait. À sa place, je préférerais jouer pour Haliburton que pour Trae Young. Enfin, si je dois choisir un des deux meneurs, en termes de niveau, Trae Young est encore au-dessus, mais en fait, pour jouer avec, il y a même pas photo. Et c'est vrai qu'aux Pacers, pour se montrer, ça peut être incroyable. Puis l'équipe, là, elle est mise en lumière cette saison. Donc, je verrais bien, John Collins, poste 4 là-bas. Ouais, ça fait sens. C'est vrai que même si cette année, tu vois, il est un petit peu en délicatesse, peut-être par rapport à ses saisons précédentes, il est un petit peu délicatesse avec son shoot. Mais on sait que c'est quelqu'un qui a eu un problème au doigt l'an dernier, et du coup peut-être que c'est aussi ça qui joue au niveau de sa main. Mais oui, ça peut être des options un peu intéressantes en tout cas si jamais il devait passer, parce que je sais que à l'image de l'endroit où je l'envoie, Miles Turner, il est dans les rumeurs de transfert depuis au moins 3 ans. John Collins, c'est terrible. Depuis au moins 3 ans. Du coup, on enchaîne avec toi, Amine, ton deuxième joueur. Ouais. Moi, mon deuxième joueur, c'est Jakob Poeltl. Hey. Et alors le profil de Poeltl, on le connaît, hein, pivot besogneux, bon rebond, ça défend plutôt bien. C'est un joueur vraiment intéressant. Tu le connais bien, Gabin, à Toronto. Il a participé à t'amener Kawhi, Jakob Poeltl. Merci pour le titre, Jacob. Enfin tout le monde, beaucoup de gens l'envoient à Boston parce qu'il ferait énormément sens là-bas dans la rotation pour les playoffs, derrière Robert Williams, derrière Al Horford. Peut-être en plus on peut se dire alors Ford il est pas éternel, donc il y aura peut-être moyen d'aller chercher quelque chose là-bas. Mais moi j'ai pensé à autre chose. Je me suis dit alors je suis encore sur un joueur qui est en fin de contrat, si je me trompe pas.
Oui, c'est ça. Donc, dernière année de contrat cette année à 9 millions de dollars. Moi, j'ai 2 propositions pour Jakob Poeltl. La première, en fait, les deux vont se ressembler. Mais la première, c'est le Thunder. Le Thunder manque cruellement de pivots. Le Thunder est en train de s'améliorer clairement cette saison. On voit que c'est le début d'autre chose. On sait l'année prochaine, c'est pas de la reconstruction à OKC. Le Thunder va récupérer Chet Holmgren l'année prochaine. Et ça fera du bien à Chet Holmgren d'avoir Jakob Poeltl à côté de lui. Clairement, ouais. OKC pourrait donner un joli contrat à la fin de la saison si les quelques mois qui restent, Poeltl montre qu'il peut être le pivot du Thunder et l'année prochaine l'associer à Holmgren et t'as ton pivot besogneux qui va faire les poubelles de Chet et qui va permettre à toute l'équipe de travailler au mieux possible. Alors ma deuxième solution, elle lui ressemble parce que dans l'idée c'est pour avoir le même rôle, mais c'est ne pars pas, Jacob. Reste à San Antonio. Reste à San Antonio. Pourquoi? Parce que il y a une chance, pas si minime que ça, que San Antonio récupère Victor l'année prochaine et tu pourras faire exactement le même boulot que tu feras à OKC pour Chet, pour Victor, pour qu'il puisse commencer sa carrière tranquillement sans avoir à prendre les pires tâches. Donc, pour moi, à San Antonio, il y a de l'argent en plus. Pour l'instant, on prend encore plus son temps, ça c'est sûr et certain. Mais en revanche, si tu restes à San Antonio et que tu montres que on va avoir besoin de toi, tu auras un beau contrat à la fin de la saison. Voilà. Ben, moi, Poeltl, j'aime beaucoup ce que tu proposes. Et sinon, j'avais pensé à une proposition où il pourrait aller chercher quelque chose. C'est aux Warriors, en fait. Pour être soit le backup de Kevin Looney, soit carrément être le titulaire à côté de lui. Et je trouve que ça fait du sens parce qu'en plus, les Warriors, ils ont par exemple Wiseman et d'autres joueurs à échanger avec les Spurs. Et en fait, à la place de Golden State, j'aimerais beaucoup avoir Jacob donc sur le banc ou alors en titu. Et je pense qu'il peut beaucoup apporter à l'équipe et peut-être aller chercher sa bague cette année. Mais tes 2 propositions sont très bonnes aussi. Ouais, moi j'aime beaucoup la proposition du Thunder effectivement puisque la théorie de l'équipe fonctionne et c'est vrai que tu te dis cette équipe-là elle a un protecteur de cercle de faire pas mal de bruit en fait. Et c'est vrai que tu te dis OK, ils ont Chet Holmgren au stand, mais ce serait peut-être intéressant de tester la formule avec un vrai protecteur de cercle comme ça pourrait donner de vraies indications pour l'année prochaine quoi. Et surtout le côté on peut potentiellement le garder et avoir quelqu'un pour permettre à Chet Holmgren un peu à la manière de comme ce qui s'est passé avec Evan Mobley, comme ce qui s'est passé aussi avec Jaren Jackson, le faire peut-être débuter un peu au poste 4 avec quelqu'un de plus besogneux à côté de lui pour notamment lui éviter les problématiques de faute et lui permettre de se développer quoi. Donc oui, ça peut être intéressant. Ouais, j'aime beaucoup l'idée du Thunder de mon côté. Du coup, Jakob Poeltl, il y a de bonnes idées pour Jakob Poeltl. Gabin, toi, ton deuxième joueur, c'est qui? Je crois qu'on va du côté de la grande pomme. C'est le Michael Jordan français, Evan Fournier. Non, je plaisante. Alors, l'année dernière, il a passé une saison un peu décevante aux Knicks, même si il a fait le taf. Et d'ailleurs, il a le record de franchise en fait. Du nombre de 3 points mis dans une saison, voilà, avec 241. Enfin, ça, c'était énorme. Ouais. Evan Fournier, tu savais ce que tu avais l'année dernière. C'est un joueur qui va tout le temps être présent au match. Il a joué, je crois, 80 matchs sur toute la saison. Il va mettre ses 3 points et c'est aussi un joueur qui est capable de se créer son propre shoot, qui est un peu scoreur. Et il apporte une sorte de diversité dans tes plans de jeu offensifs. Et en fait, cette année, il a fait un début de saison très, très, très compliqué au scoring et aussi en défense. Il s'est fait bencher et on connaît Thibodeau. Quand il t'aime pas, tu joues pas. Et quand il t'aime bien, tu vas jouer 40 minutes. Ça, c'est ce qui se passe. Là, le problème, c'est que Thibodeau, il aime plus. Et Fournier, il a dit qu'il voudrait bien rester jouer aux Knicks. Mais la priorité pour lui, là, c'est qu'il joue. Tout court, faut qu'il joue. Et pour qu'il joue, il doit rebondir ailleurs. Et ça me paraît évident que cette saison, à la deadline, Fournier va partir de New York pour aller rebondir quelque part d'autre. Et en fait, cette année, donc il est en contrat progressif à 18 millions. L'année prochaine, il a une team option à 19 millions. Et chaque année, il a 1,5 million sous forme de bonus. Et la condition, c'est qu'il doit jouer 65 matchs ou plus. D'ailleurs, je dis des bêtises, c'est en 2025 cette team option.
Donc là, il a encore 2 ans de contrat garanti. Et en fait, moi, l'idée, c'est de trouver une destination où il pourra jouer pour prendre de la valeur dans un effectif qui va exploser et donc où il aura du temps de jeu. Et j'ai pensé tout de suite à Toronto. Ok. En fait, si le roster de Toronto explose, si par exemple on échange Van Vliet ou Siakam, on va devoir faire matcher des contrats. Et Fournier, c'est tout à fait un joueur qu'on peut faire venir, mais pas juste pour faire matcher des contrats, parce qu'il peut être intéressant. Toronto, c'est le pire pourcentage de 3 points cette année derrière Charlotte et Houston. On est à 33,4%, c'est horrible. Et en fait, ramener Fournier, ça fait sens parce que tu peux avoir un excellent shooter fiable dans ta rotation. Ça apporterait, du coup, ça réglerait en partie ce problème. Et en défense, c'est un joueur, il est pas mauvais, il est moyen. Tu serais un peu camouflé par les efforts défensifs des autres. Donc pour moi, l'idée, c'est de l'amener à Toronto où en fait, il va avoir du temps de jeu dans le 5 de départ. Il va pouvoir se montrer et s'amuser. Et l'autre endroit, en fait, où il pourrait même aller chercher une bague, et on en parle beaucoup de cette solution, c'est les Los Angeles Lakers. Ok. Là, on était obligé de faire un épisode de Deadline en parlant des Lakers. Mais en fait, c'est Rui Hachimura. De Rui Hachimura maintenant. Mais en fait, les Lakers, c'est une des équipes aussi les plus mauvaises à 3 points. Je pense que c'est leur plus grosse problématique actuellement. Mais c'est bon, ils ont acheté Hachimura. Ouais, mais Hachimura. Non, mais c'est une blague. Ils lui ont demandé en conf, tu sais shooter? Oui, bah, tout va bien. Non, mais en fait, tu remplaces Fournier sur les minutes de Lonnie Walker et Steve Reeves parce que il est quand même à un niveau au-dessus. Et je pense que ça peut régler certains problèmes des Lakers. Le problème, c'est que les Lakers, pour ça, je pense qu'ils vont faire partir Russell Westbrook. Mais je trouve que rapporter Fournier à la place, c'est pas une mauvaise idée. Et ça peut régler des soucis. Je pense que l'équipe, en fait, aujourd'hui, si tu remplaces Westbrook par Fournier, elle est même meilleure que là actuellement. Pour des soucis de... Westbrook fait une saison correcte il fait une bonne saison et puis il est important quand même pour apporter du dynamisme en sortie de banc quoi. Donc le ball handling et le playmaking, tu vois, notamment pour mettre en valeur Eddie. Je pense que c'est quand même important, c'est l'une des raisons pour lesquelles tu vois Eddie il marchait aussi bien puisque il était bien servi par Westbrook. Moi je me dirais peut-être que dans la mesure où il y a un échange comme ça, je verrais plus tu vois le combo contrat Lonnie Walker Patrick Beverley qui partirait en échange du coup d'Evan Fournier quoi. Tu peux garder Westbrook hein, en vrai. Oui, et tu peux garder tu vois Westbrook et peut-être que ça rendrait même les Lakers meilleurs, hein, je pense, hein, d'avoir Fournier à la place de ces deux gars-là. À voir. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Amine, de ces deux destinations pour notre event national. Je suis d'accord avec ce que t'as dit sur les Lakers. Je trouve que c'est une bonne idée, les Lakers. Après, c'est assez compliqué à faire, mais c'est une bonne idée, mais pas en perdant Russell. Pour moi, tu l'ajoutes en plus de Russell. Et et clairement, moi, je trouve que ça comme tu vois, t'as sorti l'exemple en sortant Pat Bev et Lonnie Walker. Je pense que vraiment t'améliores. Là, pour le coup, pour moi, Fournier sera starter et il t'apporte du shoot, il t'apporte un peu de playmaking, il est average en défense, c'est un joueur que tu as envie d'avoir dans ce type de rotation. Mais du coup, moi, j'aime bien les Lakers, j'aime bien Toronto aussi, je trouve que c'est des bonnes idées, en fait, Gabin. Je pensais juste, ça aurait pu être intéressant de le mettre, en fait, là, le problème avec Fournier, c'est qu'il est plus du tout bankable. Ce qui vient de se passer à New York, c'est vraiment compliqué pour lui. Donc je me serais dit pourquoi pas l'envoyer justement dans une équipe. Je pensais à San Antonio justement. Tu vas encadrer des jeunes, tu vas gonfler tes stats, c'est sûr et certain. Et pourquoi pas juste un passage en fait à San Antonio pour que son prochain contrat soit pas bien inférieur à celui qu'il est actuellement. Bah, c'était un peu l'idée avec les Raptors, c'était juste d'être de passage et en fait d'accompagner dans cette sorte de reconstruction pendant ces 2 ans et je pense que c'est une bonne alternative. Après Toronto, en fait, ce qui est pas mal, c'est qu'avec son apport, il pourrait quand même gagner des matchs. San Antonio, en fait, médiatiquement, c'est une équipe un peu cachée vu qu'elle perd. Donc, mais ça fait sens aussi. Ouais. Moi, par rapport à sa carrière, j'aime beaucoup l'idée des Lakers. Je pense que tu vois la série de playoffs qu'il avait fait avec Boston où à chaque fois James Harden, Kyrie, Kevin Durant a essayé de le cibler tout ça. Je pense que
alors je le connais pas personnellement, hein, mais je pense que lui, il a envie peut-être de changer peut-être cette image-là en fait, puisque son dernier passage en playoff n'était pas forcément hyper positif. Donc ouais, les Lakers, je trouve que ce serait une bonne idée. Moi, j'avais une autre équipe en tête pour lui, c'était Dallas, dans le rôle du coup de Tim Hardaway, ou sinon, tu vois, avec juste le contrat de Bertans, par exemple, qui n'a pas forcément beaucoup d'utilité, ça pourrait rajouter un two-way player entre guillemets à cette équipe de Dallas, avec quelqu'un qui a un peu de playmaking, qui pourrait avoir aussi ce rôle de, alors on va pas dire le rôle que Brunson avait l'an dernier, mais un peu comme ce qu'il fait en équipe de France, tu vois, le deuxième playmaker, ou quelqu'un à qui tu peux confier la responsabilité de faire des pick and roll, et pas d'avoir que du jeu off ball, quoi. Je pense que ça pourrait aussi être une bonne initiative, et je pense que le fait de jouer avec un joueur comme Luka Doncic pourrait du coup le mettre en valeur. Et redorer, pas redorer son image, mais vraiment le mettre dans de très bonnes dispositions pour qu'il soit mieux vu pour la suite de sa carrière. Si j'étais à son âge. Pourquoi pas. Après, je pense qu'à Dallas, la priorité, c'est pas d'aller chercher un shooter, c'est vraiment d'aller chercher une autre grosse star pour que Lucas soit un peu, délaisse un peu de responsabilité. Mais ça fait 5 ans. Donc Fournier, ouais. Ça fait presque 5 ans que c'est l'idée. Et effectivement, ça change pas Dallas. Ça change pas totalement Dallas, mais je pense que clairement Fournier à Dallas, c'est une deuxième, troisième option très viable en fait par rapport à ce qui est là aujourd'hui. Ça t'apporte un peu de profondeur, un peu plus de playmaking, un peu plus. C'est une idée intéressante. C'est peut-être plus pour Fournier que pour Dallas, effectivement. Ouais, c'est ça. Mais c'est d'où la thématique de ce podcast, hein. C'est ça. D'où la thématique de ce podcast. Bah du coup moi je vais enchaîner avec mon deuxième joueur. Alors c'est le fameux Eric Gordon. Eric Gordon qui a signé sa prolongation avant que tout s'écroule à Houston, et qui se retrouve piégé dans un projet qu'on ne lui avait pas vendu au départ. Alors pour rappeler qu'Eric Gordon, donc c'est un profil arrière qui joue vraiment plus haut que sa taille, c'est un arrière un peu ailier qui est très puissant au niveau du haut du corps, qui est capable de se créer son tir, qui est capable qui est plus intéressant sur du switch en défense que sur vraiment de la navigation pour suivre son joueur, que sur du man-to-man. C'est quelqu'un qui est un peu isolé en fait dans le marasme de Houston. Il a fait une interview il y a quelques semaines où il disait qu'il n'y avait aucune progression, qu'il était un peu blasé par la situation, et tu sens que c'est vraiment le gars qui est piégé. Et il a vu tous ses amis, enfin pas tous ses amis, mais tous les gars du run sont partis petit à petit, et en gros il est un peu comme Terence Ross à Orlando, où tout le monde est parti. Et puis lui, il est resté, salut les gars, et moi. Et alors, truc intéressant, c'est que Eric Gordon, c'est quelqu'un qui a, qui a aux alentours de 19 millions cette année, et qui a un contrat qui est l'an prochain non garanti, enfin une année non garantie l'an prochain, sauf si il devient All-Star cette année, ce qui n'arrivera pas. Qui joue 500 environ 500 minutes de saison régulière ou de playoff, et si l'équipe devient championne. Donc du coup, si je suis son agent, j'essaie de l'envoyer soit dans une équipe qui a des chances de devenir championne, ou je vais l'envoyer dans une équipe qui pourra garantir un peu une partie de son contrat si jamais ça doit bouger l'an prochain. Un peu comme ce qui s'est passé cet été avec Danny Green chez les Sixers, où il avait son contrat qui n'était pas garanti, et ils ont garanti une partie de son contrat alors qu'il était blessé plutôt que de le couper, pour qu'il soit échangé ailleurs. Donc moi, les deux équipes que je vois, donc dans le premier cas de figure pour le côté potentiel aller chercher le titre, moi je vois bien une équipe comme les Bucks, par exemple. Je trouve que il fait sens dans le système. Il peut apporter encore une fois du shoot, il peut être bon sur du switch, et il va apporter un peu de jus au niveau du ball handling à cette équipe-là, qui a en dehors de ces trois joueurs primaires que des joueurs de complément. Et même si tu peux rajouter, tu vois, c'est une assurance en plus de Joe Ingles, je trouve. Donc à voir qu'est-ce qui ferait le chemin inverse en termes de salary match, mais je trouve que c'est une équipe qui irait bien avec lui, enfin, ou du moins, si j'étais son agent, j'essaierais de l'envoyer là-bas. Donc, c'est une équipe qui a aussi essayé d'envoyer, je crois, 4 second tours de draft que les Rockets ont refusé. Et l'autre équipe, pour moi, ce sont les Raptors, tout simplement parce que on sait qu'il y a peut-être des choses qui vont se jouer au niveau de Gary Trent, peut-être à la trade deadline ou à l'intersaison.
Ben du coup, ça donne l'option de garantir peut-être un montant de son contrat parce que comme on l'a dit un peu que potentiellement c'est une équipe qui à la fin de la saison pourrait prendre un autre chemin, peut-être se séparer de soit Siakam ou Van Vliet ne sera pas re-signé tout ça. Mais en fait, le fait d'avoir la ballast en fait de potentiellement garantir son contrat, ben ça peut permettre à cette équipe des Raptors de matcher des salaires peut-être plus gros pour obtenir plus d'assets chez quelqu'un d'autre. Ça peut leur laisser la flexibilité. Là où par exemple Gary Trent, s'il décide de partir, ben il part. Là, Eric Gordon, tu peux garantir une petite partie du contrat, en tout cas, ou tu peux le couper. Donc, t'as cette flexibilité là, pardon. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Pauvre Eric, s'il rejoint les Raptors quand tout explose. Enfin, c'est libérer Eric, quoi. Laissez-le jouer dans une équipe, s'il vous plaît. Mais au Bucks, ça fait beaucoup de sens et j'aimerais bien en fait le voir jouer dans une équipe qui va loin parce qu'en plus, c'est un joueur qui a l'expérience. Il a fait finale de conférence avec Houston à l'époque de James Harden. Ouais. J'aime beaucoup les Bucks et en fait pour son bien mental, j'aimerais beaucoup qu'il aille jouer vraiment quelque chose. Ouais, moi j'aime bien les Bucks aussi. Ça fait plus sens qu'une proposition que j'ai envie de faire quand même. Et là c'est assez simple, c'est les Sixers. J'y ai pensé aussi. Rejoindre tonton Daryl et James et PJ et toute l'équipe. Ouais. Le seul truc qui fait un peu moins sens, c'est que c'est pas la même équipe que les Rockets, ça joue moins le switch, justement, comme tu disais, et c'est plus là-dedans qu'il excelle au niveau défensif. Néanmoins, au niveau offensif, sortie de banc, Eric Gordon, là aujourd'hui aux Sixers, ça te fait un bien fou, en fait. Ça te ferait un bien fou. Alors, c'est pas la priorité aujourd'hui, parce qu'on a plus des problèmes défensifs. Peut-être que dans cette idée, il serait plus dans une rotation sur les guards, et du coup, en sortie de banc, t'apporterais un peu plus de défense sur les guards et ça serait peut-être plus intéressant. Mais ouais, moi je prends tous les jours. C'est un peu cher, c'est un peu compliqué à mettre en place. Mais Eric Gordon, qui quand même se crée son shoot, qui est un joueur sérieux en attaque, qui sera pas négatif en défense, aux Sixers, je le prends tous les jours. Dans la ligue, après, t'as les Philadelphia Rockets et les Dallas Knicks. Arrêtez, c'est bon. Los Angeles Raptors. J'y ai pensé un petit peu à Philly. Mais la problématique que j'ai eue, c'est que, tu vois, je pense qu'il prendrait trop de temps à Melton et je trouve que Melton est vraiment hyper important pour vous. Et avec Doc, on sait jamais. Avec Doc, on sait jamais. Il faut pas risquer de mettre Gordon, tu vois, à la place de Melton, tu vois. Le problème, c'est Rivers. Parce que sinon, l'idée, elle peut être assez simple. Ouais. Moi, j'imaginerais vraiment en starter, tu vois, Melton à côté d'Harden. Et même si j'adore Tyrese Maxey avec Gordon. Sixième homme. C'est dur. C'est dur. Je suis d'accord. C'est super dur. Ouais. Mais en fait, depuis le retour des deux, t'es passé de quasiment je me sens top 1 défense avant janvier. Et depuis janvier, on est vraiment beaucoup moins bon. On est meilleur parce qu'on est meilleur en attaque. On est vraiment beaucoup moins bon en défense. Du coup, apporter de la défense sur le guard play, ça pourrait être intéressant. Enfin bref. C'est une idée, mais c'est pas forcément la meilleure pour Gordon. Après, si tu donnes Gordon à Rivers, Melton, il voit plus le terrain, je pense. Je suis pas sûr. C'est vraiment. Moi, je pense. Non, il va être obligé de le voir. Non, il aime bien les vétérans, Doc. Hein. Ouais. C'est pas le genre de joueur. Melton est trop bon. Mais Melton est trop bon. Mais il le mettra. Doc, il le mettra en 3. Gordon. Ah, tu penses que ça part? Ouais, il va faire ça un peu à la Avery Bradley à l'époque où il y avait Isaiah Thomas, Marcus Smart. Avery Bradley va le mettre juste pour le mettre sur le terrain, il va le mettre en. Pas terrible. Pas terrible. Effectivement, pas terrible du tout. Mais oui, c'est vrai que tu vois, en plus, on est sur une thématique. Tu vois, t'as parlé tout à l'heure de remettre Gabin Tyler Herro sur le banc. Là, tu parles peut-être de mettre Maxey sur le banc. Il y a les Warriors qui se tâtent peut-être à remettre Jordan Poole sur le banc. C'est vrai que ce trio-là, avec peut-être Anthony Simons, on va entendre parler longtemps. Hein. À qui sera le premier titulaire dans ceux-là, quoi. C'est vrai après, le problème, c'est que pour les égos, c'est compliqué, mais franchement, en NBA, être sur le banc, c'est pas une fatalité. Tu peux être un très bon joueur de banc et avoir plus d'impact sur ce côté-là. De quoi? Un gars comme Ginobili, comme la carrière de Ginobili, où certes c'est un star, c'est un titulaire qui débutait pas. C'est ça. Dans l'idée, quand je dis Maxey qui débute pas, c'est Maxey a plus de minutes que Melton. Hein. C'est juste que Maxey il a ses 35 minutes. Hein. C'est juste que
beaucoup plus de Harden avec Melton sur le terrain et plus de Maxey avec Melton sur le terrain finalement. Oui, je vois ce que tu veux. Mais nous, on est d'accord, mais c'est là-bas dans les vestiaires, tu peux pas. Tu peux pas tenir ce discours, mais c'est pas. Mais Maxey, c'est un bon gars. Hein, je pense que tu peux faire un truc. Attends, il est représenté par Clutch. Il joue une saison d'extension. C'est vrai. C'est compliqué. Tu vois, c'est un peu touchy. Ouais, c'est un peu touchy. Mais oui, c'est vrai que dans l'idée, tu vois, l'histoire comme disait Doc Rivers, hein, on a plusieurs 5 majeurs. Finalement, ça marche bien pour Philly en ce moment, tu vois, le fait que Maxey sorte du banc. Donc, pourvu que ça dure, écoute, hein, pourvu que ça dure. Du coup, moi, je vais enchaîner avec... Non, c'est pas moi qui enchaîne, puisqu'on parlait des Gordon. C'est Amine. C'est Amine, du coup, qui reprend la parole. Alors là, je vous préviens. À la Big Apple. Alors là, je vous préviens. Disons que c'était un peu du niveau du sketch. J'ai choisi de parler de Cam Reddish. Et là, je me mets vraiment dans la peau de son agent. Je vais aller voir Cam Reddish et je vais lui dire, déjà, qu'est-ce que tu veux? Je connais la réponse que je vais avoir, hein, mais est-ce que vraiment tu veux être une superstar? Est-ce que tu crois que tu es une superstar? Est-ce que tu veux être une superstar? Est-ce que tu veux toucher beaucoup d'argent? Je pense savoir la réponse. Parce que moi, si j'étais un bon agent consciencieux, je lui dirais, concentre-toi sur la défense, t'as des capacités en défense, arrête de prendre des choix désastreux, mets-toi dans les corners, prends les shoots. Tu seras capable d'être un joueur qui va durer en NBA si tu arrives à faire ça dans ta tête. Tu as les outils physiques, tu as certains outils techniques, tu peux le faire. Mais je pense qu'il n'a pas envie. Donc, moi, j'ai 2 propositions pour Cam. La première, c'est va à Houston. Là-bas, de toute manière, tu vas trouver plein de potes à toi. Il va pas être dépaysé. Tu vas trouver plein de potes à toi qui pensent exactement la même chose que toi. Sur un malentendu, Kevin Porter Jr. a eu son beau contrat, même s'il n'est pas totalement garanti. Sur un malentendu, vu ce qui se passe en ce moment à Houston, tu peux aller chercher un beau contrat à Houston. Et je dis pas que ta carrière va durer très longtemps, mais en tout cas, tu vas peut-être t'éclater, tu vas peut-être pouvoir faire ce que tu veux pendant quelques mois, peut-être quelques années, et on essaye ça. Sinon, si vraiment tu veux plus, moi j'ai plus qu'une seule solution pour toi, Cam, c'est les Shanghai Sharks. Est-ce que tu as déjà entendu parler? Est-ce que tu as déjà entendu parler de l'Empire du Soleil Levant? Eh ben écoute, là tu mettras tes 40 points par match, y a pas de problème, t'inquiète pas, et tu vas devenir une superstar. Tout est sûr et certain, tu vas toucher ton argent, y a pas de souci. Si c'est vraiment ce que tu veux. Sinon, j'aurai d'autres propositions pour toi, mais en attendant, c'est tout ce que j'ai pour toi, Cam. Le temps que tu finisses ton discours, il change d'agent. Je demande mon trade. En plus, il est représenté par Rich Paul, hein. Il est représenté par Rich Paul, hein, Cam Reddish, hein. Ouais, il me semble, ouais. Non, mais c'est dur. Après, Houston, franchement, mais il y a du monde, tu vois, à Houston, en fait. Ouais, il y a du monde à son poste. Il y a du monde à son poste, tu vois. Il y a Jason Tate, il y a Harrison, il y a du monde, quoi. Enfin, je suis d'accord. Je sais pas. Non, parce que, juste pour revenir, si vraiment, ok, tu veux vraiment être ce 3&D, moi je le prends à Philadelphie, hein. Il y a pas de problème, hein. On manque de profondeur au niveau des ailes. Si tu veux vraiment faire les poubelles, défendre comme un taré, comme il est capable de le faire, on l'a vu faire à Atlanta notamment, et qu'il prend ses 3 dans les corners et qu'il prend pas la balle et qu'il essaie de dribbler tout le monde et de faire des ISO H24, il y a pas de problème. Moi je le prends à Philadelphie, hein. Et s'il accepte de faire ça, il aura de beaux contrats, c'est sûr et certain. La carrière gâchée qu'il est en train de faire alors qu'il a un potentiel comme t'expliques, c'est juste qu'il accepte pas son rôle, qu'il prend des mauvaises décisions. Mais on n'est pas loin, il suffit juste qu'il rentre dans le cadre. Hein. Moi, pour lui, je voyais 2 équipes. Moi, je voyais en premier Charlotte. On sait que Charlotte, c'est une équipe qui a une certaine problématique à l'aile, notamment avec un joueur qui est au tribunal et qui a un autre joueur qui est tout le temps à l'infirmerie. et un autre joueur, la personne de Kelly Oubre sur lequel tu peux pas compter. Donc du coup, c'est cette équipe-là, en gros, des fois tu te dis, leur deuxième meilleur joueur cette saison, c'est Jalen McDaniels. Normalement, c'est Gordon Hayward, mais il est jamais là. Ouais, il est revenu là. Il est jamais là. Ouais, mais non, il est revenu, mais il est blessé encore. Là. Mais tu sais pas. Mais il s'est blessé. C'est tu sais pas Gordon Hayward. Je sais plus là, franchement. Je sais pas. Donc tu vois, dans le registre, tu vois, avec du play et de la place un peu à se faire à l'aile, tu vois, un peu récupérer des minutes à l'aile. Je pense que ça, pour lui, ça pourrait être bien. Sinon c'est Dallas encore, hein. Dallas encore un peu dans, mais voilà quoi. Moi c'est plus on souffle voilà, fort. c'est ça. On souffle fort. En vrai, pour moi c'est plus cette équipe là, cette équipe de comment ça s'appelle, de Charlotte.
Moi, c'est plus vraiment Charlotte que je ciblerais si j'étais son agent. Parce qu'il y a des minutes, c'est quelqu'un qui va être normalement qui est en restricted free agent. Charlotte a la problématique Miles Bridges, pardon. Charlotte a aussi la problématique PJ Washington. Va pas forcément garder Kelly Oubre. Donc peut-être qu'il y a moyen de tenter. C'est moins suicide que Houston. Voilà. Mais le problème, c'est que à Charlotte, ce sera quand même le même problème, c'est-à-dire que il sera responsabilisé et il va vouloir être responsabilisé. Et je pense que c'est pas Cam Reddish, c'est pas le joueur qu'il croit être. Et c'est des fois ce qui crée vraiment des problèmes de carrière, c'est surtout ça. C'est pas forcément le niveau, c'est ce que tu crois être et ce que tu es vraiment. En fait. Faudra le mettre dans une équipe avec un coach dur en fait. Il a Thibodeau. Il veut d'avoir Thibodeau. Non, mais une équipe qui joue sérieusement, parce que vu que l'année dernière, il perdait avec les Knicks, il se dit peut-être, si moi je prends mes responsabilités, on va gagner. Alors que si l'équipe, elle gagne déjà, tu peux juste écouter le coach te parler et te taire. C'est là, tu vois, l'équipe gagne sans lui. Franchement, moi, l'équipe gagne sans lui. New York, pour moi, j'y croyais encore avant qu'il aille à New York. New York, pour moi, c'est un très mauvais exemple pour lui, parce que Thibodeau, tu défends fort. Peu importe si t'es jeune, si t'es pas encore au top et tout, t'auras des minutes si vraiment tu montres que tu défends et que tu lâches rien. Si Thibodeau l'a si peu fait jouer, c'est que c'est compliqué en fait et que c'est sûrement dans la tête. Bah, tu vois, j'y pense pendant qu'on en parle là, mais Indiana, tu vois, ils sont un peu nus à l'aile. En dehors de, tu vois, il y a Neymar qui est obligé de prendre des minutes à l'aile alors que lui c'est plus un meneur voire un poste 2. Tu as du Buddy qui est un peu petit. T'as Aaron Nesmith aussi qui est un peu petit pour ce poste-là. Peut-être que d'un point de vue trajectoire pour avoir des minutes, vu que c'est vide à peu près à l'aile, il peut avoir des minutes là et du coup t'as une structure là, t'as un bon coach, t'as un coach sérieux, t'as du guard play des deux côtés du terrain, enfin pas des deux côtés du terrain, mais t'as du guard play que ce soit avec Haliburton, mais aussi avec TJ McConnell. Donc du coup tu peux pas faire totalement ce que tu veux et être en mode free flow quoi. Donc oui, peut-être que ça pourrait être une option viable en fait pour lui, ou j'essaierai de l'envoyer si je suis son argent, et sachant que ils ont utilisé l'argent pour augmenter Miles Turner, mais c'est une équipe qui a quand même on va dire qui a quand même de la marge salariale quoi. Donc un contrat pourrait lui être proposé, et c'est une équipe qui a déjà fait des projets de réclamation qui ont eu pas mal de succès, tu vois. Quand Paul George est parti, ils avaient récupéré Oladipo et Sabonis. Là, ils ont récupéré Haliburton, ils ont aussi récupéré Jalen Smith. Donc peut-être que c'est une équipe qui ils ont récupéré Nesmith aussi cet été. Donc c'est peut-être une équipe qui peut faire un projet de réclamation de Cam Reddish, et du coup peut-être que Cam Reddish, ça pourrait être intéressant pour lui. Ça peut faire sens, ouais. J'avais pas pensé. Carlisle serait bien. Et puis en plus je pense peu importe l'équipe qui va être intéressée par Cam Reddish, je pense que ça vaut le coup de tenter le pari parce que sa valeur elle est basse. Il y a des rumeurs qui tournent sur le fait qu'avec 2 seconds tours de draft, tu peux obtenir Cam Reddish. Il vaut quand même plus que 2 seconds tours. Donc. Ah, là, tout de suite, il joue pas. Tu sais pas, il joue pas. Là, tout de suite, je suis pas sûr, hein. Franchement. 2 seconds tours de draft. Moi, il est en fin de contrat, tu sais pas si tu sais pas si tu vas vouloir le re-signer. Moi, je sais pas, hein. 2 seconds tours de draft, ça me paraît être le prix, là, tout de suite, pour Cam Reddish. Parce que la problématique qu'il y a, tu vois, le fait qu'il soit RFA, t'as la problématique du coup des cap-hold, et comme ça a été un haut choix de draft, donc du coup il a des hauts cap-hold, et si tu veux utiliser peut-être du cap space, ben tu devras potentiellement renoncer du coup à le rendre free agent restreint. Mais du coup, ça veut dire que il devient agent libre non restreint, et tu l'as eu pour ce. Après, tu me diras, est-ce que ça vaut le coup en vrai, t'as plus de chances peut-être d'obtenir quelque chose de Cam Reddish que de 2 seconds tours de draft, genre 55 et 38, après, Nikola Jokic, 48, tu vois. Nikola Jokic, c'est un second tour de draft. Hein. Ouais, oui, mais il y a toujours les exceptions. Mais... Non. Les seconds tours de draft, ils voient pas le terrain en général. Hein. C'est pour ça, en mode de second tour, je le prends. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il est arrivé à New York contre Kevin Knox. Hein. Faut s'en rappeler. Oh putain, Kevin Knox. Oui, c'est vrai. Donc, Kevin Knox, il joue à Détroit en ce moment. Oui, c'est vrai. Mais à l'époque, Kevin Knox de New York, c'était plus un joueur de basket. Hein. Donc, ouais. C'était un blogueur. Un blogueur. Mais dès qu'il est arrivé à la draft avec sa veste Fortnite, on savait de toute façon que la carrière, c'était... moi je vous propose de passer du coup au joueur de Gabin, du coup de Cam Reddish, un autre ailier, on va dire peut-être théorique,
aujourd'hui, plus théorique. Gabin, tu veux nous parler de ton troisième joueur? Robert Covington. Donc c'est un ailier de 33 ans qui a passé son prime. Et là, cette année, c'est très compliqué parce que c'est le 11e joueur en termes de minutes jouées dans la rotation des Clippers. Ah, c'est dur. Sur son poste, il se fait prendre par Paul George, Kawhi, Morris et Batum. Donc il passe derrière tous ces hommes-là et il voit pas le terrain. Enfin, très peu. Alors que pourtant, il a une valeur, c'est un excellent 3&D en fait. S'il est ouvert, il va rentrer ses shoots. Et d'ailleurs, il a le record de franchise du nombre de 3 points inscrits dans un match. Donc c'est 11. Bon, c'était un blowout, mais quand même, faut les mettre. Il est athlétique aussi et c'est surtout un excellent défenseur. Donc en fait, dans une équipe sérieuse, il a un très grand apport. Et je trouve qu'il est payé trop cher pour ne pas jouer aux Clippers. Et dans son intérêt et dans l'intérêt des Clippers, il faut qu'il parte. Là, cette année, il est sur un contrat en fait dégressif. Donc il a 12 millions cette saison. Et l'année prochaine, il sera à 11 millions. Et en fait, moi, je vois bien Robert dans un rôle de mentor, dans une équipe en évolution, mais qui a quand même des ambitions. Et la première équipe à laquelle j'ai pensé, c'est les Sacramento Kings. Ouais. Donc, parce qu'en fait, c'est une équipe qui galère quand même défensivement et qui doivent changer ça s'ils veulent rester dans le haut du tableau. Pour l'instant, c'est la 22e défense. Ils s'en sortent grâce à leur attaque qui est excellente, mais pour moi, si tu veux aller plus loin, ça va pas suffire. Et la seconde unit, en plus de ça, chez les Kings, elle est très mauvaise. À part Malik Monk qui sort du lot, il n'y a même pas beaucoup de joueurs qui font le boulot. Je me dis, Robert Covington, tu le mets derrière Harrison Barnes ou alors même à son poste, ça peut régler les problèmes de shoot et les problèmes de défense des Kings, soit sur le banc, soit dans le 5 de départ. Et instaurer en fait une mentalité, il pourra apporter son expérience à l'équipe pour même augmenter le niveau général de la défense. Donc j'aime beaucoup ça. Sinon, mon autre proposition, ça peut vous paraître un peu bizarre ce que je vais dire, mais à la place de Robert, j'aimerais bien jouer pour les Hawks. Bon alors, qui aimerait jouer pour les Hawks, je ne sais pas. Ouais, c'est drôle. Mais en fait, les Hawks, ils souffrent là du départ de Kevin Huerter parce que ce qu'ils ont besoin, c'est d'un 3&D, véritablement. On sait qu'ils vont se débarrasser de John Collins, c'est quasiment sûr. Et ben pourquoi pas, si John Collins part, en fait, le remplacer au poste 4 par Robert Covington. Parce qu'en fait, les Hawks, ils sont 29e en tentative par match. Ils sont 23e en pourcentage de réussite à 3 points. Et en plus de ça, ils sont vraiment médiocres défensivement. Donc moi, je pense que ce qu'il faut, c'est que Robert Covington, il vienne dans l'équipe. Comme j'ai dit, il apporte son expérience pour essayer de responsabiliser tout le monde en défense. Et que ça soit un 3&D. Parce que de toute façon, Trae Young, il va faire du Trae Young. On n'a pas besoin d'un porteur de balle. En attaque, on a juste besoin que Covington il se place sur un des côtés et qu'il reçoive le ballon au bon moment. Donc je pense qu'en fait, si tu l'amènes aux Hawks, il peut véritablement avoir, il peut avoir un vrai rôle là-bas et augmenter le niveau de l'équipe en attaque et en défense. Ouais. Moi j'aime beaucoup la proposition avec Sacramento. Ouais. J'aime beaucoup la proposition avec Sacramento. C'est vrai que ça fait sens et c'est vrai qu'on peut se dire que derrière Harrison Barnes, en fait, il y a pas grand monde à l'aile au final. Ils sont très petits. Très light. Il y a Trey Lyles, mais bon, Trey Lyles c'est plus, on va dire que c'est plus 4-5 que. Tu vois, Trey Lyles, je le vois plus, on va dire, en concurrence, vraiment entre de grosses guillemets avec Keegan Murray. Ou tu vois, c'est vrai que, enfin, si par exemple t'as Harrison Barnes qui se blesse, il y a pas grand monde en fait il y a personne dans le roster qui peut faire ce qu'il fait. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est un joueur qui est très important aux Kings et qui fait partie des joueurs qui ont le plus de temps de jeu chez les Kings cette saison. C'est un peu on va dire que c'est la valeur étalon. Oh, lui le Black Stallion comme ils aiment l'appeler, c'est son surnom. Donc ouais, c'est vrai que aux Kings, je trouve que ça fait sens puisque Covington, personne ne fait ce qu'il fait vraiment dans l'effectif. Et puis il peut avoir aussi un intérêt en playoff, notamment si c'est quelqu'un qui a eu des minutes, notamment en tant que
backup 5 ou voilà ok, il est moins intéressant on ball que off ball et du coup il peut être le connecteur peut-être défensif qui ferait du bien à cette équipe des Kings, notamment aux côtés de gars comme Davion Mitchell ou même des Aaron Fox. Ouais, donc j'aime beaucoup l'idée des Kings personnellement. Et en plus les Kings niveau si je parle plus du joueur mais de l'équipe, je pense que c'est hyper simple d'aller le chercher parce que Richaun Holmes il joue pas et les Clippers ils ont besoin d'un pivot. Tu fais le trade entre les deux, c'est à peu près la même valeur de contrat. Oui. Moi, je suis deux équipes, ça m'arrange bien. À voir. Ouais, mais ça fait sens. Ça peut faire sens. Après, je me dis peut-être que, tu vois, Ty Lue, il veut se garder Covington dans la poche arrière, dans la poche arrière. En playoff, il aura plus de minutes parce que justement, il est tout désigné pour jouer backup 5. Lue, il joue beaucoup de small ball en playoff. Et forcément, je suis pas sûr que Lue et que les Clippers veulent vraiment voir partir Rocco. Sinon, moi j'aime bien même tes deux idées, les Kings évidemment en fait, mais même Atlanta c'est pas mal parce que disons que t'as quelqu'un qui est dimensionné pour le rôle qu'actuellement John Collins qui lui était sous-dimensionné. Donc ça peut être intéressant si tu te sépares de John Collins. Sinon moi j'aurais bien dit reviens à la maison aussi à Philly Robert. Ah, j'y ai pensé. Parce que justement pour tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire que moi j'ai très peur les playoffs de qui va jouer les minutes derrière Joel Embiid. Et connaissant Doc Rivers, je préfère que ce soit un small Robert Covington plutôt que Montrezl. Donc dans cette idée, sachant qu'il t'apporte aussi de la profondeur à l'aile dont on manque quand même mine de rien. Et c'est un joueur qu'on a toujours adoré à Philadelphie. Donc s'il veut revenir aussi, c'est pareil, c'est bienvenu. Mais sinon, je pense que l'idée des Kings c'est quand même la meilleure pour le coup. Mais oui. Les Kings. Good. Bah du coup, on va rester à l'ouest pour mon dernier joueur qui a un peu fait parler cet été puisqu'il était dans un échange que personne n'a raté, hein. Tout le monde a entendu parler. Moi, je vais parler du coup de Jared Vanderbilt. Donc moi, j'ai pour rappeler un peu le contexte de Jared Vanderbilt, donc qui est aujourd'hui titulaire du côté de Utah. Qui était un joueur qui était très important dans le système de jeu de Minnesota l'an dernier, qui est arrivé dans l'échange de Rudy Gobert et du coup qui de plus en plus se fait un peu broutiller du temps de jeu par notre ami Walker Kessler qui est excellent défensivement en tout cas pour le Jazz. Et je trouve que c'est quelqu'un Vanderbilt c'est quelqu'un qui a quand même qui a vraiment un intérêt dans cette équipe-là, mais je trouve qu'il a beaucoup plus d'intérêt pour un autre contender, là où il faudrait peut-être libérer un peu de place pour avoir un peu plus de temps avec Kessler, Markkanen et peut-être donner du temps de jeu à d'autres joueurs. Je pense que lui, il est bien dans l'Utah, puisqu'il a quand même un certain temps de jeu, mais je trouve que pour sa valeur à lui, il faudrait qu'il aille rejoindre une autre équipe pour qu'on voit vraiment pour son prochain contrat, puisque c'est quelqu'un qui gagne pas beaucoup cette saison, il est aux alentours de 4 à 5 millions, je dis pas de bêtises, Jared Vanderbilt, donc et qui a un contrat non garanti pour l'an prochain, donc je trouve que c'est quelqu'un qui gagnerait à rejoindre une équipe où il pourrait vraiment se montrer, faire de bons playoffs où il pourrait se montrer. Donc moi je vois deux équipes. Alors la première c'est vraiment Phoenix. Je trouve que Phoenix gagnerait vraiment à avoir un joueur aussi polyvalent que lui à ajouter à côté de ses ailiers, à côté des Mikal Bridges, à côté des Cam Johnson. Alors ce sera pas forcément en échange de Jay Crowder, mais je trouve que à Phoenix il ferait vraiment sens Jared Vanderbilt, pour moi en tout cas, vraiment dans ce rôle même titulaire aux côtés de DeAndre Ayton, hein, je trouve, soit titulaire, soit premier intérieur qui sort du banc. Et je trouve que dans un contexte où il y a Chris Paul, il y a aussi David Booker, il serait exactement dans le rôle qu'il faut pour lui pour et être dans une équipe qui est assez compétitive pour que lui du coup puisse avoir un excellent contrat par la suite. Donc je pense qu'il pourrait être bien utilisé dans ce cadre-là. Et puis le deuxième c'est les Hawks. Voilà. Le deuxième cadre c'est les Hawks, puisque je trouve que c'est un joueur qui serait intéressant, notamment avec Okongwu, qui apporterait aussi un peu de polyvalence défensive. On sait que
par exemple, les Hawks misent beaucoup sur DeAndre Hunter, ils misent beaucoup aussi sur Jalen Johnson. Voilà, mais Jalen Johnson, il est peut-être pas assez prêt. Donc je me dis que c'est vraiment une équipe qui pourrait faire sens pour lui. Mais en tout cas, si j'étais son agent, je ferais tout pour qu'il aille à Phoenix, personnellement. Qu'est-ce que vous en pensez, Gabin? Ah, c'est pas mal. Après, en fait, Atlanta, on en a aussi parlé avant avec Robert. Le problème, c'est que Collins va partir, mais on sait pas contre quoi. Ouais. Mais si Collins se fait échanger contre un autre joueur qu'un poste 4, c'est vrai que Vanderbilt, ça fait énormément sens pour accompagner Okongwu. Donc j'aime beaucoup Atlanta. Et Phoenix, pourquoi pas, mais je pense que en fait, il faudrait retrouver un joueur du profil je pense que pour Crowder, tu peux avoir mieux. Et en même temps, il perd de la valeur, donc je pense pas. Non, donc en fait, ça fait sens parce que Crowder ne joue pas, il a pas beaucoup de valeur. Tu peux l'échanger contre Vanderbilt facilement. Surtout que Phoenix, ils n'ont pas le choix d'échanger Crowder parce que tu peux pas garder Crowder, surtout que tu payes de la taxe pour lui et qu'il joue pas, quoi. Ouais. C'est un roster spot dont tu as besoin, donc peut-être que ça fait sens. Après, peut-être qu'il ira pas à Utah directement, Crowder, hein, vu il est déjà passé par l'Utah à un moment donné. Ça peut être un transfert à plusieurs bandes. C'est ça. Et toi, du coup, t'en penses quoi, Amine, pour lui? Moi, j'aime bien Phoenix. J'aime bien Phoenix, surtout qu'il va apporter un peu un truc nouveau parce que là, le club, il a besoin l'équipe a besoin d'être bousculée, on va dire, et qu'il apporte quelque chose. C'est un mec qui a beaucoup d'énergie, qui, en tout cas sur le terrain, après on ne sait pas exactement, mais ça apporterait quelque chose, sachant qu'aujourd'hui, il comble une absence d'un joueur qui ne joue pas du tout. Donc ça t'apporte tout de suite quelque chose, comme tu dis, soit titulaire, soit en première rotation, derrière les deux, derrière Cam Johnson, derrière Ayton. Donc moi, ça me plaît beaucoup. Atlanta, ça fait sens, mais comme on a dit, c'est flou en fait, Atlanta, donc c'est difficile d'y voir vraiment clair. Je voulais juste te poser la question, Tom, t'en penses quoi, même? Je sais que vous avez beaucoup un peu d'intérieur et tout, mais avec la blessure de Steven Adams et tout, c'est pas le même rôle. Mais ça peut être intéressant de rajouter un Vanderbilt dans la rotation. Et puis, je trouve qu'il va bien avec l'état d'esprit de l'équipe et tout. Donc, je sais pas ce que t'en penses. Je pense que c'est un joueur qui serait intéressant. Là où ce serait embêtant, c'est qu'il serait en concurrence vraiment avec Brandon Clark. Ouais. Mais du coup, c'est pas en fait, aujourd'hui, la façon dont l'équipe est structurée, offensivement, tu as besoin de ce que Brandon Clark t'apporte. Et du coup, l'autre joueur avec qui il serait en concurrence, ce serait Santi Aldama. Et Santi Aldama qui est un peu le facsimile de Jaren Jackson avec le côté défensif en moins et plus le côté shooting. Alors, c'est vrai que je trouve que aujourd'hui c'est un meilleur joueur qu'Aldama. Pour moi, c'est pas un meilleur joueur que Clark, même si ils se ressemblent un peu au niveau du profil. Ouais, ils se ressemblent un peu au niveau du profil, même si je trouve que Vanderbilt c'est plus la version défensive. Et Clark, ça va être le switch big, mais ça va être beaucoup plus en attaque avec notamment le jeu de pick and roll avec Tyus Jones, le floater game et tout ce qui est rebond offensif. Là où c'est pas forcément la tasse de thé de Vanderbilt. Et on sait que tu vois Memphis c'est une équipe qui se base beaucoup sur le côté rebond offensif pour avoir une attaque de demi-terrain qui tient à peu près la route. Mais c'est vrai que je trouve qu'il fait quand même, il fait sens. En tout cas, c'est un joueur qui serait intéressant dans l'équipe. À voir contre quoi, mais c'est un joueur qui serait vraiment intéressant dans l'équipe, puisque c'est un joueur qui, pour moi, peut prendre des minutes en playoff. Il peut jouer des minutes de playoff, quitte à peut-être défendre sur des 3 ou des choses comme ça, quoi. En tout cas, Vanderbilt, s'il se fait transférer, ça va pas être le transfert le plus sexy de la deadline, celui qui va le faire le plus parler. Mais en termes d'impact, c'est quelqu'un qui peut apporter beaucoup de bien où il va atterrir. Ouais, et je pense qu'à Utah, ils vont devoir... il y a lui et d'autres joueurs ils vont forcément devoir bouger des pièces, sinon la reconstruction ne va pas fonctionner. C'est un peu comme ça peut avoir peut-être l'impact ce qu'a eu le transfert de Derrick White l'an dernier à Boston. C'est-à-dire que plus que son arrivée en elle-même, c'est le fait qu'il enlève un joueur qui est peut-être négatif de la rotation et qui complète en fait ce qui fait déjà l'équipe. Effectivement, Gabin, assez d'accord avec ça. Ça va pas être un transfert hyper sexy, ça va pas être un nom hyper ronflant, mais ce qui va apporter à l'équipe qui va rejoindre, ça peut faire cette équipe-là passer vraiment dans un autre stade, tu vois. Vraiment un autre stade. Effectivement. Normalement, nous, on a fait le tour. Du coup, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé des destinations pour chacun des joueurs, où on a essayé de se placer vraiment en tant qu'agent et privilégier le joueur. N'hésitez pas du coup à nous écouter sur les différentes plateformes de podcast Addict, SoundCloud, Apple Podcast, voilà.
vous connaissez déjà, et sur YouTube aussi, puisque vous pouvez voir nos têtes en live. Et puis, en tout cas, ça a été cool de faire ça avec vous, les gars. Et puis, on se dit à quelques jours, dans quelques jours. À dans quelques jours. À très bientôt. Salut les gars. Ciao.